Bienvenue à la table des coups cryptiques. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à Tom Clancy's The Division, non pas le jeu vidéo sorti en 2016, il y a de cela donc 10 ans, mais bien évidemment le jeu de rôle actuellement en cours de financement participatif chez Arkane Asylum. Il y a de cela quelques années, les équipes d'Arkane se sont rapprochées de Ubisoft et de Massive Entertainment pour leur proposer une adaptation jeu de rôle de leur univers, et nous voilà rendus aujourd'hui avec le financement participatif de cette proposition à venir. J'ai pour ma part eu l'opportunité de recevoir le kit presse, kit démarrage, et je m'en vais vous dire tout simplement ce que j'en ai pensé. À la base de tout cela, pour remettre un peu dans le contexte, on a Tom Clancy, un auteur américain décédé en 2013, auteur de romans d'espionnage, qui avait la particularité notamment d'être bien ancré, d'être très bien documenté d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue technologique, ce qui à mon avis a participé à la fascination pour les histoires qui étaient développées dans les romans. Il n'a d'ailleurs pas fallu longtemps pour que l'industrie du jeu vidéo ne récupère ses récits, ses thématiques passionnées qu'elle l'est, par tout ce qui est relatif à l'univers de la guerre, on ne va pas se le cacher, avec des licences qui vont être développées, telles que Splinter Cell notamment, je ne sais pas si vous avez connu ça à l'époque, très bon jeu d'infiltration, d'autres itérations, jusqu'à évidemment aussi notre The Division dont nous parlons aujourd'hui. Si vous êtes joueur de jeux vidéo, pour vous, Tom Clancy's The Division, c'est d'abord un jeu en ligne, à monde ouvert, un jeu de tir tactique, action, RPG. Arkane Asylum se propose de prolonger cet univers de jeu avec l'itération jeu de rôle. L'histoire se déroule à New York, dans un Manhattan dévasté par un agent pathogène, le Poison Vert, agent qui s'est propagé lors du Black Friday via des billets contaminés, provoquant un chaos sans précédent aux États-Unis avec la mise en quarantaine de villes majeures. En réaction, le gouvernement active la directive 51 et déploie des agents de la Strategic Homeland Division, une agence gouvernementale aussi appelée The Division. Son rôle est d'opérer en cas de catastrophe majeure pour inverser la tendance, mettre fin au chaos. Les joueurs, comme dans le jeu vidéo, vont incarner des agents de la division dont la mission est tout simplement de rétablir l'autorité en ville, de faire cesser ce chaos, de faire cesser la propagation du virus. Pour ce faire, les agents vont se battre avec l'aide des forces locales, notamment la Joint Task Force, une force conjointe qui réunit policiers, militaires, services de secours et tout le personnel volontaire disposant des connaissances auxiliaires, le but étant de lutter contre le chaos apparu en ville avec le souhait de reprendre le contrôle sur cette dernière. Cocorico, ai-je envie de dire, puisqu'on a là une création française. Alors bien évidemment, le jeu de rôle est aussi traduit en anglais, vous vous en doutez bien. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans notre kit découverte? Déjà, une présentation de l'univers de The Division, une présentation que je trouve assez complète finalement, déjà pour un kit découverte. On va retrouver aussi une présentation de The Division, à proprement parler, l'unité spéciale dans laquelle vos joueurs vont incarner des personnages. On va retrouver aussi une explication de notre système propriétaire, le système gris, donc un système spécialement conçu pour émuler cet univers de jeu, ainsi qu'un scénario d'introduction pour rentrer directement dans le vif du sujet avec les pré-tirés qui vont bien. Concernant la forme, déjà, on a un guide qui est appétant. La maquette est claire, elle est aérée, elle est esthétique. On a véritablement envie de plonger dedans. Je pense que Arkane Asylum, de manière intelligente, a réutilisé tous les assets graphiques du jeu vidéo. En tout cas, c'est ce que j'imagine, à tel point d'ailleurs que je pense que j'aurais pu deviner qu'il s'agissait du jeu de rôle The Division, sans qu'il y ait marqué The Division dessus. On va récupérer la tonalité de orange, les tonalités de gris, avec des superbes illustrations qui ressortent d'ailleurs davantage encore sur ces fonds assez neutres, avec juste ces rayons de orange. Illustrations qui, à mon avis, ont sûrement été développées peut-être pour le jeu vidéo et qui ont été récupérées, ou peut-être même alimentées encore de nouvelles illustrations. Tout ça fonctionne très bien, et dans la manière d'organiser l'information et de nous la livrer, tout est très pédagogique et didactique. On sent véritablement que l'idée est de ne pas laisser sur le côté des joueurs novices, des joueurs qui peut-être vont découvrir le jeu de rôle par l'intermédiaire de The Division. Ce kit découverte constitue évidemment un préambule au coffret à paraître. Je vous inviterai à cliquer sur le lien
pour rentrer dans le détail du contenu des coffrets, mais je peux d'ores et déjà vous dire que vous retrouverez à l'intérieur un livret scénario, que vous retrouverez un livret monde, un livret règles, des accessoires, notamment des dés propriétaires, des règles de campagne, un livret du coordinateur, livret réservé au meneur ou à la meneuse, un pack d'opérations avec 13 scénarios, qui à mon avis risque de fonctionner en campagne, j'imagine, un plateau d'escouade, des cartes de jeu, mais aussi des cartes tactiques. Vous verrez que ce n'est pas anodin dans la proposition de ce jeu de rôle. À mon sens, le risque, le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber quand on adapte une édition jeu vidéo The Division en The Division, le jeu de rôle, c'est de ne retenir du jeu vidéo que la dimension combat tactique. Et oui, parce qu'après tout, c'est le cœur du jeu. On va être dans un shooter à la troisième personne, en 1 heure de temps, on va faire tomber 50 bonhommes, les looter, et puis rebondir sur la session d'après. Si notre jeu de rôle ne retient que ça, eh bien, il risque d'être assez pauvre, il risque de tourner en rond. Et pour autant, il doit aussi émuler cela, parce que c'est un marqueur fort de cet univers-là. On doit retrouver dans notre jeu de rôle la dimension escouade, la dimension tactique que l'on a dans le jeu vidéo. Donc il va s'agir pour Arcane Asylum, en tout cas, à mon sens, de bien émuler cette dimension tactique en offrant des combats tactiques avec des sensations jeu de rôle, et aussi aller chercher de la profondeur dans cet univers-là et permettre aux joueurs d'aller explorer autre chose que la simple confrontation directe. Mettons fin au suspense tout de suite. À mon sens, le showstrap est évité. Déjà dans la présentation de ce que vont incarner vos joueurs. Le kit nous indique bien qu'ils vont jouer évidemment des agents de The Division, mais ces agents-là nous sont présentés comme une unité d'élite polyvalente qui devra mener des opérations de reconnaissance tactique, d'extraction de ressources, d'extraction aussi d'informations, de sabotage, d'installation, d'espionnage, de sabotage direct ou indirect d'équipements, de neutralisation de cibles, peut-être de capture de cibles, ou bien encore de négociation. Bref, tout un tas de situations que le jeu vidéo n'explore pas et que le jeu de rôle a l'intelligence de mettre en avant, d'intégrer dans l'univers, renforçant par là même d'ailleurs la crédibilité de cet univers et les situations de jeu auxquelles vous allez pouvoir confronter vos joueurs. Preuve encore de cette volonté de, je dirais, de ne pas s'enfermer uniquement dans le combat stratégique, dans l'action pure et dure, le protocole Answer. Activation. La smartwatch de l'agent l'informe qu'il doit se préparer à un déploiement imminent, première phase. Ensuite, phase network. L'agent doit se connecter au réseau pour recevoir des mises à jour, se synchroniser avec son commandement. Ça va peut-être nécessiter là un déplacement stratégique, peut-être dans une zone peut-être qui est hostile ou dangereuse. Sécuriser. Il va être nécessaire parfois avant l'intervention aussi d'improviser des abris, d'improviser un repli. Ensuite, observation, exploration. Connaître le terrain, la météo, les forces en présence, les populations, connaître aussi leurs sentiments vis-à-vis de The Division, quels sont leurs comportements, est-ce qu'ils vont se présenter, être à nous de manière hostile, ou au contraire nous soutenir dans nos actions. L'engagement, vous voyez que l'engagement, il arrive déjà tard dans le protocole. Là, c'est si les mots ne suffisent pas, on fait parler la poudre. Puis au-delà de l'engagement, il va falloir aussi après se retirer du théâtre des opérations. Donc vous voyez, là encore, on explore tout un tas de situations, de jeux qui ne sont pas nécessairement de la confrontation directe. Que serait notre univers Tom Clancy-esque sans l'arsenal technologique, sans les gadgets technologiques propres à cet univers-là, d'autant que c'est un marqueur aussi fort de The Division, le jeu vidéo, qu'on doit donc retrouver dans l'itération jeu de rôle. Eh bien, le kit nous en donne un avant-goût avec une présentation de l'arsenal auquel a accès notre agent, qui, sur le théâtre des opérations, n'est pas laissé pour compte. Il va avoir, alors selon les opérations qu'il est en train de mener, dans son pack de base, dans son barda, de quoi tenir 72 heures à peu près en autonomie, casque, protection, alors à moins qu'il soit en infiltration,
rappelez-vous. Ça va dépendre aussi des missions sur lesquelles il va être envoyé. Un réseau SHD, qui est un réseau satellitaire qui permet aux agents d'échanger entre eux, mais aussi d'échanger avec leur commandement. Le dispositif ISAC, qui est une intelligence artificielle, une sorte d'assistant IA qui va les accompagner, qui en temps réel va pouvoir faire de la surveillance pour eux, qui va pouvoir faire de la reconnaissance. Le smartwatch, enfin la smartwatch, qui est la montre intelligente, connectée, dont bénéficient les agents, qui va leur fournir tout un tas d'informations, pouvoir même procéder à des analyses sur le terrain, des analyses de relevés chimiques, transmettre des informations, bien évidemment. Les lentilles scan, qui sont des lunettes, enfin pas des lunettes, des lentilles de contact, qui en temps réel vont pouvoir projeter, donner des informations aux agents, avec peut-être même la faculté de pouvoir reconnaître les cibles alliées, les cibles ennemies, un casque augmenté pour augmenter la captation des sons, ou au contraire, tout simplement bloquer certains sons qui pourraient être parasites et gêner l'agent. Prenez l'exemple d'une grenade bang qui pourrait tout simplement secouer notre agent, le casque pourrait l'en protéger. D'autres gadgets intelligents. Aussi, on a notamment contrôlable avec la smartwatch, des outils de piratage informatique. Aussi un autre appareil qui est utilisé dans le jeu vidéo, l'appareil Echo. C'est un appareil qui va récolter des fragments d'indices sur le terrain pour pouvoir reconstituer en projection holographique le scénario probable de ce qui a pu se passer. Alors vous voyez, tous ces outils-là, très technologiques, permettent de retrouver tous les marqueurs de The Division. À noter qu'ils n'auront pas forcément accès à tout cet arsenal-là dans toutes leurs interventions, mais le fait qu'ils existent, c'est intéressant en termes de mécanique de jeu. Ça rend compte aussi de la dimension très technologique de notre univers, et ça va apporter aussi des situations assez variées. Pour vous permettre de bien appréhender cet univers de jeu, le guide va aussi vous présenter quelques-unes des principales factions en présence, je dirais, sur le théâtre des opérations. Je les ai notées ici. On va retrouver évidemment en premier lieu les civils qui sont directement touchés par la catastrophe. Ils ont faim, ils ont froid, ils cherchent tout simplement à se protéger du pillage, à se protéger des gangs, et parfois courageusement ils vont aussi collaborer, s'organiser en milice pour assurer leur propre défense. On va retrouver la Joint Task Force dont je vous ai parlé en introduction, qui sont toutes des factions que vous avez côtoyées dans le jeu vidéo si vous y avez joué, tout simplement avec lesquelles vous allez collaborer. Elles sont composées d'anciens policiers, d'anciens médecins, qui étaient sur place à l'époque, d'anciens des forces gouvernementales, je dirais, et qui aujourd'hui sont sur le terrain et essayent, conjointement avec The Division, de maintenir l'ordre, d'essayer de regagner du pouvoir dans cet univers qui a été poussé dans ses retranchements, je dirais. Des factions hostiles qui sont très caractéristiques, très emblématiques, qui ont des signes distinctifs assez clairs, que je trouve assez intéressants. On va retrouver par exemple les nettoyeurs. Les nettoyeurs, c'est un groupe d'anciens employés municipaux qui étaient chargés du nettoyage, de l'entretien de la ville. Ils ont perdu confiance dans les autorités à lutter contre le poison vert et ont organisé leurs propres moyens de lutte avec le feu. Ils luttent par le feu, donc ils sont armés de lance-flammes notamment, et c'est par la purification qu'ils essayent tout simplement aujourd'hui de reprendre le contrôle de la ville. On a les Rikers qui sont en fait d'anciens prisonniers qui ont pu s'échapper de leur centre de détention, puisque y a eu des pannes à répétition, vous vous en doutez bien, avec les catastrophes qu'ont pu connaître New York et la ville de Washington aussi. On va retrouver ensuite le Last Man Battalion, c'est un groupe de pros qui a été trié sur le volet à l'époque et qui a fait quelque part un peu sédition. Enfin voilà, tout un tas de factions que vous avez déjà côtoyées dans le jeu vidéo et que vous allez retrouver évidemment dans ce jeu de rôle. Intéressons-nous maintenant à la motorisation de notre univers de jeu, au système propriétaire, le fameux système gris propre à The Division. Alors, pour vous l'expliquer, je vais essayer de procéder de manière pédagogique pour que vous puissiez bien comprendre comment il s'articule. Déjà, de base, lorsque vos personnages seront confrontés à une difficulté, le coordinateur, donc à savoir le meneur ou la meneuse, va tout simplement vous indiquer un seuil de difficulté. Ce seuil va être posé entre 5 et 10 en fonction de la difficulté de la situation. En dessous de 5, on imagine qu'il n'y a pas de difficulté nécessaire, donc pas de jet de dés, l'action sera réussie automatiquement.
Au-dessus de 10, la difficulté est impossible à dépasser, donc aucun intérêt à jeter les dés. Ce n'est pas possible, c'est un échec couru d'avance. Entre les deux, le champ des possibles, donc une difficulté entre 5 et 10. Vous, agent, vous allez devoir jeter un certain nombre de D10 qui correspondent tout simplement à la valeur chiffrée que vous avez dans la compétence ou la caractéristique qui est convoquée. Et une fois jetés ces dés et les résultats obtenus, vous allez retenir un dé qui va être votre dé de résolution, et c'est avec ce dé que vous devrez avoir atteint ou dépassé la difficulté pour réussir l'action. Jusque-là, rien de bien compliqué, c'est la colonne vertébrale de notre système. Pour aller plus loin dans l'étude de notre système, on va s'intéresser aux valeurs chiffrées qui caractérisent notre personnage. On a d'un côté des valeurs innées, elles sont au nombre de 3. Et ensuite, de l'autre, des compétences, elles sont au nombre de 12, et elles vont avoir la particularité d'être organisées sous forme d'arborescence, sous la forme d'une toile, et vous verrez que ça a son importance. Pour en revenir maintenant à nos traits et nos valeurs innées, donc les 3 traits que nous avons dans notre système sont vigueur, c'est la capacité à endurer, rapidité, la capacité à agir vite, et résilience, c'est la capacité de l'agent à endurer les situations stressantes. Lorsque le coordinateur vous pose une difficulté sous l'un quelconque de ces traits, vous jetez autant de D10 que vous avez dans le trait, et vous choisissez le dé de résolution après avoir jeté les dés. Si ce dé atteint ou dépasse la difficulté, c'est une réussite. On retombe là sur la colonne vertébrale de notre système que je vous ai expliqué au départ. Concernant les compétences, eh bien, ça va être le même système, sauf que la manière de les présenter a son importance. Comme je vous l'ai dit, les compétences, elles sont représentées sous la forme d'une arborescence d'une toile. Et on va partir du centre de cette toile pour aller à l'extérieur, pour établir tout simplement les synergies qu'il peut y avoir entre ces compétences. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre, j'ai pris des notes pour vous les présenter de manière assez pédagogique, je pense. Au centre de notre toile, on va retrouver 3 attributs. C'est le point de départ. On va avoir donc conscience, dextérité, technique. À chacun de ces attributs va correspondre tout simplement des capacités. C'est-à-dire qu'on va retrouver 2 capacités tout simplement par attribut, ce qui va nous faire en tout 6 capacités. Si je prends les capacités dans le détail, donc nos 6 catégories de capacités, je vais avoir le domaine environnement, je vais avoir le domaine de la tension, qui tous deux relèvent de la conscience, je vais avoir concernant bien l'attribut dextérité, le domaine du physique et le domaine de la précision. Concernant maintenant l'attribut technique, je vais avoir le domaine de l'adresse et le domaine technologique. D'accord ? Maintenant, concernant chacun de ces domaines, eh bien, chacun de ces domaines va ouvrir sur 2 compétences. Et c'est là où on va retrouver nos 12 compétences, puisque 3 x 2, 6 x 2, 12. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes fort en maths. Bravo si vous arrivez à suivre, mais j'espère être assez clair. Donc si je reprends là mes compétences dans le détail, je vais retrouver donc par exemple dans le domaine environnement, qui relève donc de la conscience, la furtivité, l'observation. Dans le domaine de l'attention, qui relève donc elle aussi de la conscience, je vais retrouver tout simplement les relations intellectuelles, sociales, le dialogue, les connaissances. Si je prends maintenant le domaine, par exemple, physique, qui relève de la dextérité, je vais avoir athlétisme, combat rapproché. Si je prends le domaine de la précision, qui relève de la dextérité, je vais avoir armes légères, armes lourdes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La manière d'établir ce système, tout simplement, elle est intéressante, parce que pour savoir combien de D10 je vais pouvoir jeter, eh bien, je vais partir du centre de ma toile et compter tout simplement le nombre de D10 et le nombre de nœuds par lesquels je passe pour atteindre ma compétence, et ça déterminera le nombre de D10 que je vais devoir jeter, tout simplement pour réussir mon action. De 1 à 5 D10, encore une fois, donc on reste toujours sur cette même colonne vertébrale, ce qui permet, encore une fois, d'avoir un système très instinctif. Quel va être l'intérêt de cette arborescence ? Je pense que si vous êtes assez fin, vous l'aurez compris. C'est que vous voyez très bien qu'on a des compétences qui, comme elles relèvent tout simplement de domaines et d'attributs proches, eh bien, vont pouvoir, je dirais, jouer en synergie. Et il y a toutes les chances que si je sois doué en armes lourdes, je ne sois pas complètement nul en armes légères. Parce que tout simplement, on a des compétences qui, sur le réseau d'arborescence, sont très proches l'une de l'autre. Ça permet de rendre, quelque part, les compétences assez réalistes. Il y a toutes les raisons, encore une fois, que si je sois doué en athlétisme, je ne sois pas complètement mauvais en combat rapproché. Vous voyez ?
voyez l'intérêt de ce système en arborescence qui, je trouve, est élégant, en plus présenté de manière synthétique sur notre feuille de personnage et qui permet facilement d'identifier les synergies en un coup d'œil qui sont les miennes quand je suis personnage joueur et très rapidement aussi de repérer quel dé je dois jeter voilà, pour encore une fois plus de fluidité, plus d'efficacité et c'est ce que cherche le système puisque rappelez-vous aussi déjà tout système, moi je trouve qu'il a intérêt à viser la fluidité et la rapidité, mais d'autant plus quand on va aller chercher des joueurs novices. On va aller un peu plus loin encore dans l'étude de notre système et on va s'intéresser à la granulosité de la difficulté, parce que moi je trouve assez intéressante dans ce qu'elle apporte, dans la manière de considérer la réussite, vous allez comprendre tout de suite. On se rappelle, je jette mes dés, je retiens un seul dé, c'est mon dé de résolution, c'est ce score-là que je retiens confronté à mes difficultés. Si le dé de résolution fait 1, c'est un fiasco, c'est l'équivalent d'un échec critique. Ok, jusque-là, on est en domaine assez classique. Si c'est inférieur au seuil demandé, c'est un échec, tout simplement. Si c'est égal au seuil demandé, pile poil égal, j'insiste bien là-dessus, c'est une réussite. Et là où ça va devenir intéressant, c'est si le résultat est supérieur à la difficulté demandée. Je n'ai pas fait 10, je ne m'intéresse pas aux 10, on en parlera plus tard, juste le résultat est supérieur à la difficulté demandée, et bien là, c'est une réussite avec des effets avantageux supplémentaires. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on voit très bien qu'on est sur une mécanique qui va être un pouce, je dirais, au rythme, un pouce à l'action, puisque non seulement l'action réussit, mais en plus, il va y avoir d'autres avantages qui vont se mettre en place, donc c'est particulièrement, je trouve, satisfaisant. Et ensuite, si j'ai fait un 10, eh bien là, on va rentrer dans une mécanique particulière. C'est au-delà du succès critique, on va avoir des effets en termes de jeu, selon qu'on soit en situation de combat, en situation hors combat. Ce 10, résultat maximum obtenu sur le jet de dés, ne va pas simplement générer des effets narratifs, mais va véritablement permettre aux joueurs de déclencher des mécaniques de jeu. Il va pouvoir générer des points de stratégie, par exemple, et le groupe, avec un certain nombre de points de stratégie, pourra développer des actions stratégiques sur le terrain, qui seront sûrement développées d'ailleurs davantage dans la proposition de base. Il va pouvoir octroyer ce D10 davantage à un allié pour lui permettre de réussir plus spécifiquement ses actions, ou bien tout simplement augmenter ses dommages, ou bien encore, chose assez intéressante aussi, diminuer de 1 cran la difficulté de tous les jets de compétences associés à ce test-là jusqu'à la fin de la mission. Vous voyez, petite subtilité intéressante, là encore une fois. Donc on voit ici les effets mécaniques intéressants au succès critique et aussi la synergie de groupe que le succès critique va pouvoir développer et forcer à mettre en action. On va s'intéresser à l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine, le combat tactique. Il fait partie intégrante de The Division, et heureusement, parce que c'est un des marqueurs forts de cet univers-là, le combat tactique, le combat en escouade, la stratégie. Et d'ailleurs, ça n'aurait pas eu de sens, selon moi, que de rester uniquement dans le théâtre de l'esprit pour gérer ces combats-là, tant ça aurait été se priver de la dimension tactique, et pas simplement combat, qui à mon avis est importante de mettre en avant. Là, on a deux écoles en termes de jeu de rôle. Je vous dirais, il y a la team théâtre de l'esprit, qui a tendance à considérer que on n'a pas besoin de cartes tactiques, au contraire, ça va nous brider, on reste dans l'imagination, ça permet d'être plus fluide et d'aller plus loin. Et la team, je dirais, combat sur plan, qui va considérer que l'idéal, c'est d'avoir un plan, parce qu'au moins, ça permet de savoir ce qui joue, et c'est plus précis. Et on a l'impression que c'est l'un ou l'autre, et que l'un ne peut pas aller avec l'autre, et à mon avis, c'est une grosse bêtise, parce que l'idéal, c'est les deux en même temps. Alors moi, je le fais assez peu en actual play, parce que c'est pas simple à filmer une carte tactique, en fait. Mais pourquoi l'idéal, c'est les deux? Parce que, quoi qu'on en dise, le théâtre de l'esprit, il a ses limites. Quand on est dans des situations de combat complexes, avec beaucoup d'intervenants, une topographie de terrain un peu compliquée, tout ça, eh bien, je vous souhaite bien du courage pour que tout le monde ait la même représentation de ce qui est en train de se jouer, déjà dès le tour 1, et je vous en parle pas quand on est rendu au tour 3, 4, il est passé devant moi, derrière moi, mais je croyais qu'il y en avait 2, non, il a fait le tour, il est là, mais moi je croyais que j'étais plus près, non, en fait, t'es plus loin, bref. Ça devient vite un peu n'importe quoi, et je vous dirais même que ça peut même avoir un effet contre-productif, c'est que certains joueurs vont brider même les actions ou l'imagination, tout simplement pour ne pas mettre
trop en péril cet équilibre fragile d'une représentation mentale qu'on se doit d'être assez commune à tous pour comprendre ce qui se joue. Et ça, c'est quand même un gros problème à rester enfermé dans le théâtre de l'esprit. Or, la carte tactique, pour moi, elle n'isole pas du théâtre de l'esprit du tout. Je vous dirais même plus, elle l'alimente, elle donne du biscuit, elle donne de quoi imaginer plus loin, de quoi imaginer plus fort, de quoi imaginer davantage. Parce que là, on a un support tactique, et bien souvent, des idées vont naître de ce support tactique-là, qui ne viendraient pas forcément si on était dans le théâtre de l'esprit. Moi, en tout cas, c'est ce que je constate. Donc, pour moi, le meilleur des mondes, c'est encore la carte avec l'imagination débridée des joueurs. Comment va se manifester la dimension tactique de ces combats dans The Division? On le sent poindre déjà dans le kit démarrage avec déjà des éléments introductifs à cette tactique, même si on comprend bien que c'est dans la proposition définitive que ça prendra tout son sens. Mais d'ores et déjà, on peut déjà signaler que la dimension tactique elle va déjà démarrer avec des rangs d'initiative. Jusque-là, on est sur quelque chose d'assez classique. Chacun va intervenir à son rang d'initiative en fonction du résultat de son jet de dés, rang d'initiative et séquence qui sera fixe pendant le tour. Et ensuite, quand l'agent vient son tour de jouer, il va pouvoir faire un mouvement, faire une action ou faire deux mouvements, donc sprinter, et dépenser aussi des points de stratégie qui auront été cumulés en groupe. Et ces points de stratégie vont ouvrir à des manœuvres dites basiques, des manœuvres standards, ou alors des manœuvres plus spécifiques qui demanderont peut-être plus de points de stratégie ou qui seront plus adaptés à, je dirais, une topographie ou une situation particulière de combat. Et là, évidemment, c'est dans la proposition définitive qu'on retrouvera, je dirais, ces systèmes poussés jusqu'au bout. Par exemple, de manœuvres générales que vous pourrez utiliser avec des points de stratégie. Eh bien, on va pouvoir tout simplement établir une pluie de tirs. La cible ne pourra plus se déplacer ni agir. On va pouvoir infliger plus de dégâts en faisant des tirs de précision. On va pouvoir obliger l'adversaire à se mettre à couvert et permettre à nos alliés d'ailleurs de bénéficier d'un mouvement supplémentaire. Vous voyez là toute la dimension escouade qui se développe et qui se met en place. Donc cette dimension tactique, on la sent poindre là et elle prendra tout son sens évidemment dans la version définitive du jeu. Le coordinateur, lui, pour rendre compte des situations de combat, lorsqu'il établit sa difficulté, va pouvoir l'ajuster en fonction du terrain, d'accord ? Est-ce qu'on a un terrain qui est difficile ? Est-ce qu'on a un terrain, par exemple, qui manque de luminosité ? Est-ce qu'on a une position avantageuse ? Eh bien, tout cela va se gérer par des bonus et des malus à la difficulté, des plus 1, des moins 1, qui vont altérer, donc modifier le seuil à atteindre tout simplement pour atteindre le score nécessaire et toucher la cible. Concernant la portée des armes, là encore c'est une manière assez intelligente, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans des modèles d'armes spécifiques, même si pourquoi pas on serait libre en tant que coordinateur de créer des armes et sûrement qu'il y aura peut-être des règles additionnelles qui permettront de rentrer plus spécifiquement dans les armes. Mais là on va considérer les armes, voilà, un fusil, voilà les caractéristiques type d'un fusil, après que ce soit un AK-47 ou un autre type de fusil, je dirais on s'y intéresse moyennement, voilà les caractéristiques principales d'un pistolet, et en fait, chaque arme va avoir une distance de tir efficace. Et là où c'est intéressant, c'est que cette distance de tir efficace, elle va être différente d'une arme à l'autre. La distance de tir efficace pour un sniper, c'est la longue portée, à tel point que si vous devez tirer à courte portée avec un fusil sniper, eh bien vous serez malucé. Ouais. Je trouve là une dimension assez réaliste et assez tactique et intéressante, le principe du bon matériel pour la bonne situation que je trouve assez intelligemment retranscrite. Et inversement, le pistolet, il va être efficace à telle portée, mais par contre, si je suis à une portée trop éloignée, eh bien ça va être plus difficile de toucher. Et on va tout simplement altérer le seuil à atteindre avec des plus 1, des moins 1, selon que je sois en différentiel de portée de 1 ou 2 portées par rapport à la portée efficace de mon arme. Voilà, donc toutes ces choses-là sont assez intéressantes. On va tenir compte aussi des lignes de vue, en considérant que si une cible est partiellement couverte, eh bien là encore une fois, ça va augmenter la difficulté de 1. Si elle est évidemment complètement couverte, elle est inatteignable, ce qui veut dire que là, il va falloir prendre une position sur le terrain pour pouvoir atteindre la cible. Donc on voit là poindre déjà quelques éléments tactiques, mais nul doute que tout ça va être énormément développé
plus tard dans la proposition, et notamment donc dans la proposition définitive, et notamment avec les cartes tactiques. Moi, je suis très impatient aussi de voir ces cartes tactiques-là. Ce que je trouve intéressant d'ailleurs dans les visuels que l'on a sur ces cartes tactiques, c'est qu'elles sont suffisamment abstraites pour pouvoir être réutilisées, je dirais, dans des situations diverses. Donc j'ose espérer qu'on aura des cartes tactiques à la fois liées aux missions qui nous sont évidemment présentées, mais aussi des cartes tactiques que l'on pourra décliner à ses envies pour illustrer des théâtres d'opérations différents, pourquoi pas avec des éléments qu'on va pouvoir bouger et organiser, parce que je pense qu'il y a véritablement quelque chose d'assez intéressant, de ludique à mettre en place là, dans la dimension tactique qu'on va pouvoir donner à ces combats, et ce qui supposera et impliquera l'utilisation de cartes. Mais je suis assez impatient de voir jusqu'où ils vont pousser, là, je dirais, le curseur, sachant que moi, je suis team, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tactique à fond, en ce que ça ne bride pas l'imagination. Moi, je suis pour les deux. Particularité intéressante de notre jeu de rôle sur la manière de gérer les traumas physiques et mentaux, puisque selon la dangerosité du théâtre de l'opération, que l'on soit à une dimension escarmouche ou à une dimension conflit plus ouvert, eh bien ce n'est pas la même table de blessures graves que l'on va considérer, et donc pas les mêmes risques, et notamment les mêmes risques de mortalité. Je trouve ça assez intéressant d'un point de vue ludique. Tout ça est déjà détaillé dans le kit d'initiation. Donc ça va être intéressant parce que on va avoir là un jeu qui va ajuster la dangerosité et qui va aussi de manière ludique intrinsèquement envoyer un message qui est celui de dire si on peut déjà éviter le combat, c'est pas plus mal parce que ça peut être assez punitif, et notamment les conflits d'envergure, puisque là on rentre sur des tables où les blessures peuvent être assez sérieuses et la mortalité survenir sur un simple jet de dés, soyons clairs. Donc intéressant de voir comment notre système va apporter de la granulosité là-dedans. Autre chose aussi que je trouve intéressant dans la manière de traiter le trauma, c'est que le jeu de rôle aussi va faire un focus sur les traumas mentaux. Effectivement, le jeu vidéo, lui, ne se charge que peu de ça, notamment dans sa dimension ludique. On abat à tour de bras et on se pose pas trop de questions. Et bien là, dans le jeu de rôle, on va être confronté à des situations qui ne sont pas anodines. Et je pense que pour les agents, il va être intéressant en termes de jeu, et notamment en campagne, de voir comment leur faculté de résilience va être altérée, comment ils vont pouvoir vivre avec ce qu'ils ont dû faire, les choix peut-être cornéliens ou les choix difficiles qu'ils auront dû réaliser sur le champ de bataille ou dont ils auront été victimes, ou les scènes auxquelles ils auront pu être confrontés. Intéressant que notre jeu a exploré cela, et on comprend bien évidemment que c'est lorsqu'on va rentrer en mode campagne que tout ça va être intéressant. Et d'ailleurs, j'attends de voir aussi comment le jeu va se comporter dans les scénarios qui vont se développer, qui vont sûrement s'organiser en campagne, puisque on a la promesse normalement aussi de scénarios évolutifs en fonction des choix stratégiques qui auront été faits dans les scénarios précédents. Donc très intéressant de voir, tiens, j'ai épargné tel camp, j'ai apporté du soutien à telle personne dans ce scénario-là, quid du rôle que va tenir ce personnage en fonction de comportement qui aura été le mien, ou du fait que je l'ai laissé survivre ou pas dans la suite des scénarios. Donc c'est tout ça qui va être intéressant de voir, sachant que ce qui est rassurant, c'est que Arcane Asylum en a conscience et que c'est des points sur lesquels ils ont été vigilants, ce qui veut dire qu'ils vont en tenir compte dans le développement de leur gamme. Donc ce que je dis là, normalement, vous devriez le retrouver dans la proposition ludique finale. Pour entrer directement dans le vif du sujet, le kit de démarrage propose un scénario introductif, véritable scénario d'introduction, puisque les joueurs vont être amenés à incarner 2 à 5 agents nouvellement formés. Donc on est vraiment sur un épisode 1, je dirais. Épisode 1 qui, à mon avis, fera sûrement partie de la timeline campagne développée dans la proposition finale. Alors, bon, j'ai pas d'infos là-dessus, mais j'ose imaginer que les 13 scénarios qui sont développés dans la proposition finale fonctionnent en campagne. On a là un scénario introductif en 3 actes, tout se déroule en une nuit, donc scénario assez court, qu'on peut trouver linéaire, qui effectivement est assez linéaire, mais le but finalement c'est de se familiariser avec les mécaniques du jeu, et ça remplit son office, et notamment avec les mécaniques hors combat, puisqu'on a une promesse effectivement de ne pas résoudre toutes les situations par le combat,
Et le scénario répond à cette promesse aussi dans l'esprit du jeu, donc ça c'est assez rassurant de voir que c'est cohérent, c'est aligné en tout cas avec la proposition ludique. Voilà, donc scénario comme je vous l'ai dit en 3 actes que vous pourrez plier peut-être en 1 ou 2 sessions, hein, ça dépend encore une fois là, de votre manière de jouer. Le pitch de base, eh bien on a juste avant la tombée de la nuit, les agents, dont vous trouverez bien sûr les pré-tirés hein, dans le kit, hein, magnifiquement illustré. Hein. Les agents apprennent qu'un convoi médical a disparu lors d'une mission visant à aider des civils à Murray-Hill. Eh bien, charge aux agents de découvrir ce qu'il s'est passé. Voilà, ben j'espère que cette vidéo de présentation du jeu vous aura permis d'y voir plus clair, en tout cas sur la promesse de ce jeu de rôle-là, sur ce que vous allez retrouver dans ce kit, de voir si c'est fait pour vous. Moi, je suis assez curieux de voir comment Arkane va transformer l'essai, puisque pour moi, on a une belle promesse, là. Esthétiquement, c'est tout à fait séduisant, accueillant. Moi, je suis très intéressé par la dimension tactique aussi que va creuser Arkane avec ce jeu, les cartes tactiques, hein, puisque vous l'aurez compris, moi je suis team théâtre de l'esprit plus cartes, je trouve que c'est banger, et je pense qu'on peut faire des choses très intéressantes avec ça. Ils ont eu l'intelligence de ne pas s'enfermer, comme je l'ai dit, uniquement sur la partie combat tactique, mais d'aller convoquer par leur système et leur présentation d'univers d'autres choses. Une belle richesse là, qu'on sent dans l'univers, avec un vrai respect du matériau de base, hein, tous ceux qui sont, je dirais, les joueurs du The Division 1 et The Division 2, puisqu'il me semble bien qu'il y a deux épisodes, hein, avec des extensions, enfin tout ça, vont être en terrain connu, hein, parce qu'on va retrouver là des figures, évidemment, des factions, voilà. Donc on est véritablement dans le prolongement de l'univers de The Division, et pour les autres, notez qu'il y a de véritables efforts qui sont faits dans la manière de transmettre l'information, de la synthétiser pour pouvoir accueillir les nouveaux joueurs, sans compter que pour qui en aura l'envie, sur le net, vous aurez tonnes et tonnes de contenu hein, pour alimenter finalement, je dirais, cet univers-là, puisque le jeu vidéo est accompagné de moult forums, moult espaces d'échange, vous avez des visuels même, enfin vous avez, je dirais, un univers qui a été déjà bien développé avant le jeu de rôle, qui vous permettra d'alimenter en plus un peu tout ça, donc ça c'était intéressant. Voilà, hâte de voir voilà, comment cet essai va être transformé, mais pour ma part, voilà, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, et assez intéressé par cette proposition. Bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle nuitée, une belle ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode à la table des coups cryptiques, qu'il s'agisse d'une interview, qu'il s'agisse d'une critique de jeu de rôle, ou bien encore d'un actual play. Parce qu'hier, nous étions des citoyens ordinaires. Mais aujourd'hui, nous sommes la division.